Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 24 ans et je suis technicien en domotique, ce qui veut dire que je passe mes journées à faire parler des câbles avec de la vieille pierre. J'habite à Lyon dans un petit 2 pièces sur les pentes de la Croix-Rousse. Ça sent toujours un peu le café froid et la poussière de plâtre. Le matin, le premier son que j'entends n'est pas un réveil, mais le grincement du funiculaire qui commence sa journée. C'est un bruit qui ancre les choses. Ma routine est réglée comme une horloge atomique. Le café est prêt à 6h30. Je le bois debout dans la cuisine en regardant les plans du jour sur ma tablette. Je trace des lignes avec mon doigt sur l'écran froid, imaginant le parcours des fils derrière les murs. La tasse est toujours la même, un peu ébréchée sur le bord, mais elle a la bonne contenance. Je la rince et la pose sur l'égouttoir. Pour une personne, ça sèche vite. Ensuite, je descends dans mon atelier qui est juste une cave aménagée. L'air y est plus frais, avec une odeur de métal et de soudure. Je vérifie mes outils, je les range dans ma caisse en suivant un ordre que moi seul connais. Chaque pince, chaque tournevis a sa place. Mes doigts passent sur le mousqueton d'escalade qui pend à mon jean. C'est une habitude, un geste mécanique. Je ne sais même plus pourquoi je le garde. Il est juste là, froid et lisse. Les journées se ressemblent. Je travaille, je rentre, je me fais à manger. Souvent, je mange sur le coin de mon établi, au milieu des schémas et des composants. Le silence de l'appartement était le clic d'un connecteur qui s'enclenche. Je fixe le cuivre brillant et je revois un autre visage, une autre paire de mains qui essayait de réparer quelque chose de cassé. L'image dure une seconde à peine. Je secoue la tête, je reprends ma pince et je me remets au travail. Il y a toujours un fil à connecter, un problème à résoudre. C'est plus simple que de s'occuper des choses qu'on ne peut plus réparer, de toute façon. C'est juste plus simple. Puis un mardi, le téléphone a sonné. C'était mon patron. Une rénovation importante, un vieux manoir en Bourgogne, un gros chantier. Il a ajouté que l'architecte était une pointure, très exigeante. Son nom était Hélène Lambert. Il l'a dit comme si je devais être impressionné. J'ai juste attrapé un crayon et j'ai noté l'adresse du cabinet sur un bout de schéma électrique. J'ai dit que j'y serais à 14h. Le crayon a laissé une trace de graphite sur mes doigts. Le cabinet d'architecture était dans le quartier de la Confluence. Tout était en verre et en béton ciré. L'air conditionné m'a frappé au visage. Une bouffée sèche et sans odeur. C'était l'opposé de mon atelier. Une jeune femme m'a conduit à une salle de réunion vide, avec une immense table noire qui reflétait les néons du plafond. Je me suis assis sur une chaise au design inconfortable, en faisant attention de ne rien toucher. Mes mains semblaient sales, même si je les avais lavées 3 fois. J'ai attendu. Le seul bruit était le murmure de la ventilation. J'ai regardé mes bottes de sécurité sur le sol gris impeccable. Elles avaient l'air déplacées. J'ai entendu des talons claquer sur le béton, un son sec et régulier qui s'approchait. La porte s'est ouverte. Elle était là, plus grande que ce que j'imaginais, les cheveux tirés en un chignon si parfait qu'il semblait dessiné. Ses yeux étaient gris, de la couleur d'une ardoise après la pluie. Ils ont balayé la pièce avant de se poser sur moi. Elle ne m'a pas salué tout de suite. Elle a marché jusqu'à la table, a posé une liasse de plans et a lissé une page du revers de la main. Sa main était fine, avec un fin bracelet en argent au poignet. « Vous êtes Léo, le technicien », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Sa voix était posée, plus grave que ce à quoi je m'attendais. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas trouvé utile de dire oui, elle le savait déjà. Elle a continué à regarder les plans. Elle a déroulé un grand plan du manoir. « Le défi ici, a-t-elle commencé en tapotant une zone avec son index, n'est pas d'intégrer la technologie, c'est de la rendre invisible. La pierre doit respirer. » Elle a levé les yeux vers moi. Vous comprenez la nuance? C'était une vraie question. Personne ne me demandait jamais ça. On me demandait si c'était possible, si ça coûterait cher. Jamais si je comprenais la nuance. Mes mains, qui trituraient la sangle de mon sac, se sont immobilisées. J'ai mis un temps à répondre. Je m'approchais de la table, mon regard suivant son doigt. J'ai expliqué comment on pouvait utiliser les anciennes saignées, comment on pouvait dissimuler les capteurs dans les boiseries. J'ai parlé pendant peut-être 2 minutes. Pendant tout ce temps, elle n'a pas regardé les plans. Elle me regardait, moi. Il y avait une petite cicatrice sur son menton, presque invisible, qui se plissait légèrement quand elle écoutait attentivement.
C'était la première chose que je voyais d'elle qui n'était pas parfaite. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête lentement. « Bien », a-t-elle dit. Elle a roulé les plans épais, de qualité. Laissant seul dans le silence froid de la salle de réunion, le lundi suivant, à 8 heures précises, j'étais devant le grand portail rouillé du manoir. L'air de la campagne était froid et sentait la terre mouillée. Je serrais la poignée de ma caisse à outils, le métal glacé contre ma paume. Le silence n'était brisé que par le cri d'un oiseau au loin. J'ai poussé le portail qui a gémi longuement, comme s'il se réveillait d'un sommeil de 100 ans. Je sentais le poids de l'endroit avant même d'y entrer. Hélène est arrivée 10 minutes plus tard. Son Audi semblait déplacé sur le chemin de gravier. Elle n'était pas en tailleur, mais en jean et avec des bottes de chantier. Ses cheveux étaient toujours en un chignon parfait. Elle a fait le tour de la façade, une main effleurant la pierre moussue. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé les murs, les fenêtres aveugles, le toit affaissé. Son visage était concentré, comme si elle écoutait ce que la maison avait à dire. Notre première conversation sur le chantier a eu lieu dans le grand salon. La poussière dansait dans les rafles et j'ai commencé à lui montrer des options de LEDs. Pendant que je parlais des températures de couleur et des angles de diffusion, j'ai remarqué qu'elle avait sorti un stylo en argent. Elle ne prenait pas de notes. Elle le tapotait doucement contre son menton, juste à côté de cette petite cicatrice. C'était un geste rythmé, presque inconscient. Ses yeux gris ne quittaient pas les miens. Mais je savais qu'une partie d'elle était ailleurs, en train de visualiser les fils de lumière que je décrivais, de les tisser dans l'obscurité du manoir. Une semaine plus tard, je la regardais prendre des mesures près d'une cheminée monumentale. Elle a laissé son mètre ruban glisser de ses doigts. Il est tombé sur les vieilles tommettes avec un bruit métallique et sec. Ce n'était pas un mètre en plastique jaune comme les miens. C'était un vieux modèle en métal, lourd, dont la peinture blanche était écaillée par endroits. Il avait l'air d'avoir mesuré des kilomètres de murs et de rêves. Il est resté là, immobile dans la poussière. Je me suis approché et je me suis baissé pour le ramasser. Le métal était froid et lisse sous mes doigts. Je lui ai tendu. Nos mains se sont effleurées quand elle l'a repris. Elle a murmuré un merci, sans me regarder, déjà concentrée à nouveau sur la largeur de l'âtre. J'ai reculé et j'ai repris mon travail, mais je sentais encore le poids de cet objet dans ma main. C'était un outil qui racontait une partie de son histoire, bien plus que ses mots. Les semaines ont commencé à se fondre les unes dans les autres. Une routine s'est installée. Tous les matins, vers 10 heures, elle arrivait avec un thermos de café. On s'asseyait sur des seaux retournés dans ce qui serait la future cuisine, et on parlait du planning de la journée. Le café était toujours trop fort, un peu amer, mais il réchauffait les mains. La vapeur montait de nos tasses et se mêlait à la poussière ambiante. C'étaient les seuls moments où nous ne parlions pas directement du travail. J'ai remarqué qu'elle tenait toujours sa tasse à 2 mains, les doigts enroulés autour de la céramique, comme pour y puiser de la chaleur, même quand le café avait refroidi. Moi, je remuais le mien avec n'importe quoi, un bout de fil électrique, un petit tournevis. Elle a froncé les sourcils la première fois qu'elle m'a vu faire. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle se contentait de secouer la tête avec un minuscule sourire que je faisais semblant de ne pas voir. Si cette histoire commence à résonner en vous, si vous reconnaissez cette façon de construire quelque chose sans mode d'emploi, alors restez. Abonnez-vous, laissez un j'aime. Ça m'aide à continuer. Maintenant, laissez-moi vous dire comment un simple orage a tout changé. Un après-midi, la pluie s'est mise à tomber sans prévenir. Une de ces averses d'automne, violentes et soudaines. On s'est réfugié sous le porche d'entrée, regardant les rideaux d'eau s'abattre sur le parc. Le bruit des gouttes sur les ardoises couvrait toute conversation possible. On est resté là, côte à côte, sans parler. L'odeur de la pierre mouillée et de l'herbe coupée emplissait l'air. C'était un silence différent, ni gênant, ni professionnel. Il était juste là. Pour occuper mes mains, j'ai commencé à faire tourner le mousqueton accroché à mon jean. Le métal cliquetait doucement contre la boucle de ma ceinture. À côté de moi, j'ai vu Hélène tracer des lignes invisibles du bout de son doigt sur la vieille balustrade en pierre, recouverte de poussière et de pollen. On ne se regardait pas. On regardait la pluie tomber, chacun perdu dans ses propres gestes, mais partageant le même abri, le même son, la même attente. Soudain, un craquement sec a retenti juste au-dessus de nous. Un morceau de plâtre du plafond du porche, gros comme mon poing, s'est détaché et s'est écrasé au sol entre nous deux. Ce n'était rien de dangereux, mais le bruit a été une détonation dans le vacarme de la pluie. Sans réfléchir, mon corps a bougé tout seul. J'ai fait un pas sur le côté, me plaçant légèrement devant elle, mon bras à moitié levé. Un réflexe idiot, une protection inutile. Elle a tourné la tête vers moi, les yeux écarquillés par la surprise. Pas à cause du plâtre, mais à cause de mon geste. Nos regards se sont croisés.
Le temps a semblé s'étirer pendant une seconde. Peut-être 2. J'ai vu quelque chose dans ses yeux gris. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant. J'ai baissé le bras et j'ai détourné le regard vers mes bottes, comme si elles étaient soudain devenues la chose la plus fascinante du monde. Le lendemain matin, il n'y a pas eu de thermos. Elle est arrivée avec 2 gobelets en carton d'un café du village voisin. Elle m'en a tendu un. Je me suis dit que ça changerait, a-t-elle simplement dit. L'odeur de cannelle et de café fraîchement moulu a remplacé celle de la poussière. J'ai pris le gobelet, la chaleur du carton se diffusant dans ma main. Nos doigts se sont de nouveau frôlés, mais cette fois, ce n'était pas un accident. Et c'est comme ça que les 3 premiers mois se sont écoulés. Des cafés partagés dans la poussière, des conversations sur les plans, et son vieux maître ruban en métal qui devenait un objet familier sur le chantier. Mais ce jour-là, après ce morceau de plâtre, quelque chose avait changé de place. Ce soir-là, en rangeant mes outils dans le silence de mon atelier, j'ai remarqué que mes mains tremblaient légèrement en vissant le couvercle d'un pot. Les gobelets en carton sont devenus notre rituel. Chaque matin, elle arrivait. Le logo de la boulangerie du village imprimé dessus et me tendait le mien. Je n'avais plus besoin de lui dire comment je prenais mon café. Elle le savait. Nos doigts se frôlaient toujours un peu quand je le prenais. Un contact si bref qu'il pouvait être un accident, mais ce n'en était plus un. La vapeur montait en fine volute dans l'air froid du matin, dessinant un voile fragile entre nous. Le silence sur le chantier avait changé de nature. Il n'était plus vide. Il était plein de notre présence. Je pouvais passer des heures à tirer des câbles dans une pièce pendant qu'elle dessinait dans une autre. Et je savais exactement où elle était. Le son de son crayon grattant le papier à calque était devenu aussi familier que le clic de ma pince à dénuder. Je n'avais pas besoin de la voir pour sentir sa concentration. C'était comme une chaleur dans la pièce voisine. Un jour, en testant un variateur, j'ai fait un mauvais contact. Une petite étincelle bleue a jailli avec un claquement sec. J'ai sursauté et laissé tomber mon tournevis qui a roulé sous un meuble. Derrière moi, je l'ai entendu rire. Pas un de ces petits sourires contrôlés, mais un vrai rire, clair et inattendu. Je me suis relevé, le visage chaud, et j'ai passé une main dans mes cheveux. Elle m'a regardé, les yeux brillants, et a secoué la tête avant de se replonger dans ses plans. Quelques semaines plus tard, nous devions inspecter le vide sanitaire pour le passage d'une gaine. C'était un passage étroit, sombre et humide. J'y suis entré le premier, ma lampe frontale découpant un cercle de lumière sur la terre battue. J'ai entendu ses pas hésiter derrière moi. Quand je me suis retourné, elle était à l'entrée, immobile, le regard fixé sur l'obscurité. Sa main s'était portée à son poignet, ses doigts crispés sur le fin bracelet en argent qu'elle portait toujours. Sa respiration était devenue plus rapide, un son presque imperceptible, mais qui tranchait avec le silence du sous-sol. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas demandé si ça allait. J'ai simplement fait demi-tour. En fait, il me manque une pièce. J'ai menti en passant à côté d'elle. Je dois retourner à la camionnette, ça ne sert à rien de rester là. Je ne l'ai pas regardée, je suis juste remonté à l'air libre, sentant son soulagement dans mon dos comme une vague de chaleur. Dehors, elle n'a pas commenté mon oubli. Elle s'est approchée d'une fenêtre ouverte et a pris une longue inspiration, ses mains posées sur le rebord en pierre. Le vent a soulevé une mèche de son chignon impeccable. Elle est restée là un long moment, le regard perdu sur les collines, puis elle s'est retournée vers moi. « Merci », a-t-elle dit. Ce n'était pas pour la pièce manquante. Je me suis contenté de hocher la tête et de resserrer une vis sur ma boîte à outils. Son vieux maître en métal était devenu un sujet de plaisanterie. Le mien, en plastique jaune, se tordait toujours dans les angles compliqués. Un après-midi, elle m'a regardé me battre avec pendant 1 minute un léger sourire au coin des lèvres. Elle a détaché le sien de sa ceinture et me l'a tendu. « Prenez-le, Io, a-t-elle dit. Il a l'habitude des vieilles pierres. Il ne vous trahira pas. » Le métal était lourd et froid dans ma paume, usé par des années d'utilisation. Et accroché à ma ceinture, à côté de mon mousqueton. Leurs cliquetis métalliques quand je marchais sont devenus une nouvelle bande-son pour mes journées. Parfois, en prenant une mesure, mes doigts passaient sur la petite bosse près du 50e centimètre et je pensais à sa main qui avait dû sentir cette même imperfection des milliers de fois. C'était comme tenir un secret ou un fragment de son histoire. Je ne lui ai jamais rendu, elle ne me l'a jamais redemandé. La rumeur de notre proximité a fini par arriver aux oreilles de son associé, un homme sec en costume qui visitait le chantier 1 fois par mois. Je l'ai entendu un jour, sa voix portant depuis le grand salon. « Hélène, vous êtes sûre de ce gamin, cette complicité? Les gens parlent. »
Je me suis figé, un fil à moitié dénudé dans les mains. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité, seulement brisé par le sifflement du vent dans une cheminée. Sa réponse est tombée, froide et tranchante comme une lame. Mon travail est irréprochable, le sien aussi. C'est tout ce qui compte. J'ai entendu ses talons claquer sur le parquet, s'éloignant. Plus tard, elle est venue me voir dans la cuisine. Elle n'a rien dit de la conversation, elle a juste posé une main sur le plan de travail fraîchement poncé à côté de moi. La lumière est parfaite ici. Léo, c'est du bon travail. Sa main est restée là une seconde de trop. Nous nous sommes croisés par hasard un samedi, au marché de Chagny. Elle n'avait ni chignon, ni bottes de chantier. Ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules et elle portait une robe simple qui flottait autour de ses genoux. Elle semblait plus jeune, moins architecte. Elle tenait un bouquet de pivoine. Nous nous sommes arrêtés, un peu gauche, comme deux inconnus. J'ai senti le besoin de remplir le cœur. Elle a baissé les yeux vers le bouquet, a-t-elle dit. Enfin, pour sa tombe. La phrase est au milieu des cris des marchands et de l'odeur des fraises. Je n'ai rien su répondre. J'ai juste hoché la tête. J'ai vu une tristesse passer dans ses yeux gris, une ombre rapide que le soleil du matin n'a pas réussi à chasser. Elle m'a fait un petit signe de tête et a continué son chemin. Cette nuit-là, je suis resté longtemps dans mon atelier. J'ai repensé à son visage au marché. J'ai pris une chute de chêne, le même bois que celui que nous utilisions pour les parquets du manoir, et j'ai commencé à le tailler sans plan, sans but précis. Mes mains bougeaient d'elles-mêmes, le ciseau à bois mordant dans les fibres. Lentement, sous mes doigts, la forme d'une pivoine à moitié ouverte a commencé à apparaître. J'ai poncé les pétales jusqu'à ce qu'ils soient lisses comme de la peau. La semaine suivante, je l'ai laissé sur son bureau, posé sur un plan. Je ne lui ai rien dit. J'ai fait comme si de rien n'était. Pendant 2 jours, elle n'a rien dit non plus. La pivoine en bois restait là, à côté de son stylo en argent. Puis, le 3e jour, en arrivant le matin, je l'ai trouvée accrochée par un fil à la poignée de son casier à outils. Elle n'a jamais dit un mot à ce sujet, mais chaque matin, elle passait un doigt sur un pétale en bois avant de commencer sa journée. Un soir, nous sommes restés tard pour finaliser le câblage du salon. Une tempête a éclaté, plongeant le manoir dans le noir complet. Les plombs avaient sauté. Dans l'obscurité, seulement percée par la lumière de nos téléphones, elle a commencé à parler. Sa voix était différente, plus basse. Elle m'a raconté l'accident, une voiture encastrée sous un camion. Elle, coincée dans le noir pendant 6 heures, a écouté la pluie tomber sur la tôle froissée. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté son récit, fragmenté, qui sortait par bribes. Je me suis assis par terre, le dos contre un mur, et je l'ai laissé vider ce qui devait sortir. Un voulait dit faire quelque chose, réparer, arranger. Je les ai forcés à rester immobiles, posés sur mes genoux. Quand elle a eu fini, le silence est revenu, mais il était différent. C'était un silence de confiance. La calmée. Dans la faible lueur de mon téléphone, j'ai vu une larme rouler sur sa joue. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tendu la main et du bout de mon pouce, je l'ai essuyée. Ma peau rugueuse a effleuré la sienne. Elle a fermé les yeux. Un frisson la parcourant. Mon pouce est resté sur sa joue 1 seconde, 2 secondes. Je sentais le battement de son pouce sous ma peau. J'ai retiré ma main lentement, comme si je touchais quelque chose d'infiniment précieux et fragile. 6 mois s'étaient écoulés depuis le début du chantier. 6 mois de café, de silence, de plans et de secrets partagés sans mots. La distance entre nous s'était effacée, remplacée par une sorte de certitude tranquille. Nous étions devenus l'habitude de l'autre. Le manoir était presque terminé. On pouvait voir la fin. On pouvait sentir la beauté de ce qu'on avait construit ensemble. Pierre par pierre, fil par fil. Tout était calme, solide, en place. Un vendredi après-midi, le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, faisant danser la poussière. Elle se tenait au milieu de la pièce, son maître en métal à la main, un vrai sourire sur le visage. « C'est presque parfait, Léo », a-t-elle dit. J'ai rangé mes outils, le cœur léger. Tout semblait simple, enfin. C'est à ce moment-là que son téléphone a sonné. J'ai vu son visage se décomposer en écoutant la voix à l'autre bout du fil. Elle a raccroché sans un mot. Elle a laissé tomber son mètre ruban qui a heurté le parquet avec un bruit mat. Elle m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu de la panique pure dans ses yeux gris. « C'est mon mari », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Il est de retour, il est là. » Le mot « mari » a explosé dans le silence de la pièce.
et j'ai compris que les fondations que nous venions de poser allaient devoir affronter une tempête bien plus violente que toutes celles que le vieux manoir avait connues. Le mot « Marie » a continué de résonner contre les murs nus. Les mains se sont arrêtés au milieu du rangement d'un tournevis. Son maître ruban gisait sur le parquet là où il était tombé. Un objet en métal, lourd et silencieux. Hélène n'a pas bougé, son regard fixé sur un point invisible à travers la fenêtre. Sa main s'est portée à son poignet, ses doigts se refermant sur le bracelet en argent. Sa respiration était devenue courte, saccadée. J'ai eu l'impression que tout l'air de la pièce venait de disparaître. Je me suis baissé, lentement, et j'ai ramassé le maître. Le métal était froid. Je le lui ai tendu, mais elle n'a pas semblé le voir. Je dois y aller, a-t-elle finalement dit, sa voix un fil. Elle a secoué la tête comme pour chasser une pensée. Le travail est terminé, c'est bien. Elle a dit ça en regardant les murs, pas moi. Mes doigts se sont resserrés sur l'objet, laissant des empreintes sur le métal. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne venaient pas. Elle s'est dirigée vers la porte sans me regarder. Ses pas n'avaient plus la même assurance. Ils étaient plus légers, presque hésitants sur le bois que nous avions posé ensemble. Elle n'a pas pris son sac ni ses plans. Elle est juste partie. Je suis resté là, le maître ruban à la main, écoutant le bruit de son Audi qui démarrait, puis le crissement des pneus sur le gravier qui s'éloignait jusqu'à ce que le silence revienne, plus lourd qu'avant, pendant 1 heure. Je n'ai pas bougé. Je suis resté au milieu de ce salon parfait. La lumière dorée de la fin de journée que nous avions tant cherché à capturer semblait maintenant se moquer de moi. J'ai passé la main sur l'interrupteur que j'avais installé le matin même. Le plastique était encore neuf, un peu rêche. J'ai appuyé. La lumière s'est allumée, douce, exactement comme elle l'avait voulu. Je l'ai éteinte aussitôt. L'obscurité était plus honnête. Je suis rentré à mon atelier. L'odeur de métal froid et de poussière m'a accueilli comme un vieux reproche. J'ai essayé de travailler sur un autre projet, un petit tableau électrique pour un appartement. Mes mains connaissaient les gestes par cœur, mais elles tremblaient. J'ai laissé tomber une vis 3 fois de suite. Elle a roulé sous l'établi. Je ne me suis même pas baissé pour la ramasser. Je me suis juste assis sur mon tabouret et j'ai fixé le mur en béton brut. Mes yeux sont tombés sur la petite pivoine en bois de chêne que j'avais sculptée, posée sur un coin de l'établi. Je l'ai prise. Le bois était lisse et chaud sous mes doigts. J'ai suivi les courbes de chaque pétale avec mon pouce, le même geste qu'elle faisait le matin. Un éclat de bois minuscule s'est planté sous mon ongle. Une douleur vive et brève. J'ai à peine réagi, continuant de faire rouler l'objet dans ma paume. Mon patron a appelé le lundi. Sa voix était faussement enjouée. Bon boulot au manoir, Léo. Le client est ravi. Il y a eu une pause. Par contre, Madame Lambert a demandé un congé pour une durée indéterminée. Raison personnelle. Il a ajouté quelque chose sur la facturation, mais je n'écoutais plus. J'ai regardé par la fenêtre de l'atelier. Une feuille morte tourbillonnait avant de se coller contre la vitre humide. C'était officiel. Elle était partie. Les semaines d'octobre sont devenues novembre. La pluie n'arrêtait plus de tomber. J'ai repris mes anciennes routines, mais elles avaient perdu leur sens. Le café du matin avait un goût d'eau. Le cliquetis de mes outils semblait trop fort dans le silence. Un soir, en rentrant, j'ai fait un détour. Je suis passé en voiture devant son cabinet d'architecture. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une au dernier étage, son bureau. Je n'ai pas ralenti, j'ai juste serré plus fort le volant. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas l'appeler, je ne pouvais pas me présenter chez elle, mais je ne pouvais pas non plus laisser les choses comme ça. J'ai enveloppé la pivoine en bois dans un chiffon propre, celui que j'utilise pour polir les métaux. Je l'ai mise dans la poche de ma veste. C'était un geste idiot, peut-être, mais c'était la seule chose que je pouvais faire, le seul message que je pouvais envoyer sans utiliser de mots. Un simple morceau de bois. Le lendemain, je me suis garé à 2 rues de son cabinet. J'ai marché sous la pluie fine, le col de ma veste relevé. Je me suis arrêté devant la grande porte en verre. J'allais simplement le déposer à la réception, mais en levant les yeux, je l'ai vue. Elle était de l'autre côté de la rue, sortant d'une pharmacie, un petit sac en papier à la main. Elle semblait plus mince. Ses cheveux n'étaient pas en chignon. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai regardé l'écran, c'était son nom. Mon doigt a glissé sur l'écran pour décrocher. Ça a duré 1 seconde, puis sa voix, plus fragile que dans mon souvenir, a juste dit mon nom. Oh, j'ai regardé à travers la rue, elle était toujours là, immobile, le téléphone collé à l'oreille, le sac en papier de la pharmacie serré dans l'autre main. Je n'ai pas répondu.
J'ai juste attendu le feu vert, puis j'ai traversé la rue en marchant sans la quitter des yeux. Quand je suis arrivé devant elle, j'ai baissé mon téléphone. Elle a fait de même. Elle avait maigri. Il y avait des ombres sous ses yeux gris que je n'avais jamais vues. Le vent a soulevé une mèche de ses cheveux et l'a plaquée contre sa joue. Elle n'a pas bougé pour l'enlever. « Je t'ai vu par la fenêtre », a-t-elle dit. « Je ne peux pas parler ici. » Vers un petit café au coin de la rue, mes doigts enroulés autour d'un morceau de bois lisse et familier. Nous avons marché l'un à côté de l'autre sur le trottoir mouillé, sans nous toucher, laissant un espace d'1 mètre entre nous, un espace qui semblait immense et dérisoire à la fois. À l'intérieur, ça sentait le café fort et les manteaux humides. On s'est assis à une table pour 2, près de la vitre où la pluie dessinait des chemins sinueux. Elle a posé le sac en papier à côté d'elle. J'ai posé mes mains sur la table, j'ai vu qu'elles étaient sales de graisse et je les ai remises sur mes genoux. Le serveur est passé, a essuyé la table avec un chiffon et nous a laissés seuls avec le bruit des tasses qui s'entrechoquent derrière le comptoir. « Je suis désolé », a-t-elle commencé en fixant une tache sur la nappe en papier. « Pour la façon dont je suis parti, mon mari. » C'était déjà fini entre nous, mais son retour a tout compliqué. Elle a pris la salière et l'a fait tourner entre ses doigts encore et encore. C'était laid. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle a continué à faire tourner la salière, comme si le mouvement pouvait empêcher les choses de s'effondrer. J'ai attendu qu'elle relève la tête, mais elle ne l'a pas fait. Tu n'as pas à être désolée, Hélène. Le son de son prénom dans ma bouche, dans ce lieu public, m'a paru étrange. J'ai poussé un sucrier vers elle, un geste sans but, juste pour que mes mains fassent quelque chose. Il a heurté sa salière avec un petit bruit sec. Nos 2 mains se sont retirées en même temps, comme si nous nous étions brûlés. C'est là qu'elle a levé les yeux vers moi. Son regard était clair, mais fatigué. « Léo, tu ne devrais pas être là. Ma vie est un désastre en ce moment. Tu es jeune, tu as tout devant toi. Tu n'as pas signé pour ça. » Chaque mot était pesé, prononcé doucement, mais c'était une porte qu'elle essayait de fermer. Elle a posé ses mains à plat sur la table, comme pour créer une barrière définitive entre nous. Je n'ai rien dit. J'ai plongé la main dans ma poche et j'en ai sorti la petite pivoine en bois. Je l'ai posée doucement sur la table, juste à côté de sa main. Le chêne sombre contrastait avec la blancheur de sa peau. Ses yeux sont tombés sur l'objet. Sa respiration s'est bloquée dans sa gorge. La barrière qu'elle venait de construire s'est effleuré un pétale, une caresse si légère qu'elle semblait irréelle. Je l'avais laissée, a-t-elle soufflé, sur la poignée de mon casier. Je me suis penché un peu en avant. Je sais, je l'ai reprise, au cas où. Le silence est revenu, mais cette fois, il était rempli de tout ce que nous n'avions jamais dit. Le bruit du café semblait s'être évanoui. Elle a relevé la tête. La fatigue, la tristesse. Tout était là, dans ses yeux gris. Mais il y avait autre chose. Une peur profonde, une peur d'enfant. Elle s'est penchée vers moi, sa voix un fil. Si quelqu'un arrive, tu me protèges. Le passage au tutoiement a brisé la dernière vitre entre nous. Ce n'était plus l'architecte qui parlait, c'était juste Hélène. Mon regard n'a pas scié. J'ai senti le poids de cette question, le poids de toutes les tempêtes passées et à venir qu'elle contenait. Ma réponse est sortie de ma gorge, basse, solide, comme une fondation que rien ne pourrait ébranler, toujours. Ce n'était pas une simple mot à peine audible. C'était la dernière défense, la dernière porte qui grinçait sur ses gonds avant de céder. Je me suis penché encore plus près, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Je sentais la chaleur de sa respiration. « Mais tu le veux ?» Ma voix était douce, ne la pressant pas, lui laissant tout l'espace dont elle avait besoin pour répondre. Je n'ai pas bougé. J'ai juste attendu, en regardant la larme atteindre le coin de ses lèvres. Elle a fermé les yeux, puis les a rouverts. Et elle a hoché la tête. Un seul mouvement, lent et délibéré. C'était un oui. Un oui terrifié. Un oui incertain. Mais un oui quand même. La procédure de divorce sera longue, ce sera difficile, a-t-elle dit, comme pour me prévenir une dernière fois. J'ai pris ma tasse de café, maintenant complètement froide, et j'en ai bu une gorgée. On a le temps, j'ai répondu. Et dehors, la pluie a commencé à s'arrêter. 6 mois ont passé depuis cette nuit sur la départementale. Ma promesse, toujours,
n'était pas restée dans cette voiture abandonnée. Elle avait fait le chemin avec nous, s'installant dans le silence de mon petit appartement sur les pentes de la Croix-Rousse. Le matin, je me lève toujours le premier. Je prépare le café, mais maintenant je remplis 2 tasses. La sienne est blanche, sans aucune ébréchure. Je la pose sur la table de la cuisine et j'attends le bruit de ses pas sur le parquet. Nos soirées ont pris un rythme doux, presque prévisible. Souvent, elle arrive avec des dossiers sous le bras, le regard fatigué. Elle les pose sur la table et vient dans la cuisine. Je lui donne un couteau et elle émince des oignons pendant que je fais chauffer l'huile dans une poêle. On ne parle pas beaucoup. Le seul son est celui de la lame sur la planche à découper et la radio qui diffuse une musique lointaine. Ça sent la cuisine, la vie, pas juste la soudure et la poussière de plâtre. Les nuits ne sont pas toujours calmes. Parfois, un bruit dans la rue, une portière qui claque, la fait sursauter. D'autres fois, je me réveille parce qu'elle tremble à côté de moi, prisonnière d'un mauvais rêve. Je ne dis rien, je ne la secoue pas pour la réveiller. Je pose juste ma main sur son dos, un poids léger et constant, jusqu'à ce que sa respiration redevienne lente et régulière. Je reste éveillé longtemps après, à écouter le silence de la ville qui dort. Ces livres d'architecture ont colonisé une de mes étagères, à côté de mes manuels de programmation. Ces esquisses sont parfois posées sur mon établi, un contraste de papier fin et de métal froid. J'ai retrouvé une fois son fin bracelet en argent posé à côté d'une pince à dénuder. Je l'ai pris et je l'ai mis en sécurité dans un petit tiroir, là où je garde les composants fragiles. Elle ne m'a pas demandé où il était. Je crois qu'elle savait qu'il était en lieu sûr. Je me surprends parfois à regarder mes mains. Elles ont passé des années à connecter des fils, à serrer des boulons, à réparer ce qui était cassé. Elles sont encore couvertes de petites cicatrices et de traces de graisse que le savon n'enlève pas complètement. Maintenant, elles apprennent à tenir les siennes sans les serrer trop fort. Elles apprennent à être une encre, pas une armure. Je pense à ma sœur, et pour la première fois, la culpabilité pèse un peu moins lourd. L'autre jour, en enfilant mon jean, mon pouce a heurté le mousqueton d'escalade. Il était là, froid et familier, mais le geste était devenu mécanique, vide de sens. Je n'avais plus besoin de me le rappeler, je l'ai décroché. Le silence à ma hanche était étrange au début, comme un membre manquant. Maintenant, il est accroché à un clou près de la porte d'entrée. Nos 2 trousseaux de clés y pendent, se balançant doucement quand on ouvre ou ferme la porte. Hier soir, nous étions assis sur mon canapé, celui qui s'affaisse un peu au milieu. La fenêtre était ouverte, laissant entrer l'air frais de la nuit. Elle ne lisait pas, je ne bricolais rien. Elle a pris ma main et a commencé à tracer les lignes de ma paume avec son index. Ses yeux gris, que j'avais connus si distants et analytiques, suivaient un mouvement de son doigt. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé la petite cicatrice sur son menton, celle qui se plisse quand elle sourit. Elle s'est appuyée contre mon épaule, son souffle chaud contre mon cou. Dehors, les lumières de Lyon scintillaient. Je repense à sa question dans le noir de la voiture, cette voix d'enfant perdu. « Tu me protèges ?» Je n'ai plus jamais eu besoin de répondre « toujours ». Ma main a trouvé la sienne dans la pénombre et nos doigts se sont simplement entrelacés. La nuit tombait sur la ville, mais pour la première fois, l'obscurité ne me semblait plus être une menace. C'était juste un début.